Autrefois synonyme de jeunesse et de beauté, l'image de la marque Abercrombie & Fitch a profondément été écornée au fil du temps à cause de nombreux scandales. Stigmatisation, grossophobie, sexisme et j'en passe. Personnellement, j'ai assisté au avant et au après. Je n'ai jamais acheté de vêtements Abercrombie, mais je peux attester du déclin de sa réputation. Et je dois même dire que j'ai assisté à la chute de son PDG, popcorn à la main. Je pensais même que la marque n'existait plus, tant dans mon esprit, elle était associée à de mauvaises valeurs. Et non, de un, j'ai découvert qu'elle existait encore, et de deux, qu'elle s'était dernièrement retrouvée dans une sauce intersidérale. C'est Kelly de la chaîne Créminium by Kelly qui m'en a parlé. On était en train de préparer un sujet qui sortira d'ailleurs probablement le mois prochain. Je vous ai déjà parlé d'elle. J'avais beaucoup aimé sa vidéo sur Chris Watts. Sa manière de travailler m'a fait penser à la mienne, donc j'ai eu exceptionnellement envie de faire un sujet avec cette youtubeuse. Alors les amis, dites bonjour à Kelly, et Kelly, c'est à toi. Bonjour à tous. Oui, quand je suis tombée sur l'article, je me suis dit, ça c'est un sujet pour les YouCrime Sisters. Et puis finalement, on a décidé de le faire ensemble. Vous allez voir, c'est passionnant. Je te passe le relais, Lila, et je vous donne rendez-vous pour la partie 2. Merci Kelly. Et oui, ce sujet s'est révélé extrêmement long, c'est pourquoi il sera traité en 2 parties. La première ici et la seconde sur la chaîne de Kelly. Et donc, comme je vous disais, quand j'ai appris quel était ce scandale, j'en étais restée bouche bée. Je m'étais dit, mais attends, ils ont réussi à faire pire, alors il fallait que j'en sache plus. Alors je vous propose les amis de découvrir ou de redécouvrir les précédents scandales de la marque pour pouvoir découvrir ensuite ces graves accusations qui ont été dévoilées au grand public grâce au travail acharné d'une jeune journaliste pugnace. Découvrez aujourd'hui les scandales d'Abercrombie & Fitch. Dans mon esprit, cette marque a toujours été associée à son créateur, l'audio Mike Jeffries. Enfin, je pensais que c'était son créateur et j'avais oublié que non. J'avais oublié que la marque avait été rachetée, puisqu'elle est bien plus ancienne qu'on pourrait le croire. Elle a été créée en 1892 par 2 hommes, David Thomas Abercrombie et Ezra Hasbrouck Fitch. Ils ont ouvert leur tout premier magasin cette même année à Manhattan, aux États-Unis. Et si aujourd'hui la marque cible principalement les adolescents et les jeunes adultes, à l'origine, elle était spécialisée dans la vente d'articles de randonnée en tout genre. Ça pouvait aller des vêtements de randonnée aux cannes à pêche, en passant par les tentes et autres fusils de chasse. Abercrombie était d'ailleurs réputée pour la qualité de ces derniers. Et si dans un premier temps ce fut un succès, autre temps, autre époque, elle dut se déclarer en faillite et le magasin ferma définitivement ses portes en 1977. Mais ce n'était pas pour autant la fin, et puisque le nom de la marque fut racheté 2 ans plus tard en 1979 par Oshman Sporting, une entreprise basée à Houston et qui dispose de toute une chaîne de magasins. Et voulant se diversifier et s'accroître, les dirigeants ont commencé par proposer des articles de chasse vendus par correspondance avant que ne soient ouverts plusieurs magasins à Dallas, à New York ou encore à Beverly Hills. Mais avec un chiffre d'affaires très moyen, les dirigeants ont décidé 11 ans plus tard de se séparer de leur filiale Abercrombie & Fitch, vendant ainsi la marque et tout ce qui s'y rattachait. C'est le groupe The Limited, une chaîne de vêtements basée dans l'Ohio qui a en 1988 acquis les droits. Et puis rebelote, trouvant l'investissement pas assez rentable, 4 ans plus tard, The Limited décide de recruter celui qui nous intéresse aujourd'hui, un certain Mike Jeffries, en qualité de Chief Executive Officer, dans le but de dynamiser les ventes. Nous sommes alors en 1992 et ce Jeffries a bien d'autres aspirations pour la marque. La randonnée, tout ça, c'est fini. Ce qu'il veut, c'est toucher un public plus large. Comme Abercrombie & Fitch est une marque américano-américaine pur jus et qui plus est centenaire, ce qu'il souhaite, c'est utiliser son image et sa longévité pour se lancer à l'attaque d'un marché ô combien rentable, les jeunes. Il décide ainsi de produire du sportswear et pour attirer les adolescents et autres étudiants, il va s'inspirer de la Ivy League. La Ivy League, c'est l'association de 8 universités américaines prestigieuses qui se sont unies pour former un groupe. De Columbia en passant par Princeton ou encore Harvard, la Ivy
Ivy League, qui développe tout un merchandising dont l'image de marque était, et est encore d'ailleurs, synonyme de jeunesse, d'excellence universitaire et d'élitisme social. Et retenez bien ça, excellence et élitisme. C'est donc de cette marque que s'est inspiré Jeffries. Et le tout venant, à savoir les personnes âgées et autres pouilleux, eh bien, du balai pour Jeffries. Ce qu'il veut, c'est que les jeunes Américains portant du Abercrombie & Fitch aient l'impression de faire partie d'un groupe à part. C'était un peu comme Gossip Girl avant Gossip Girl. Rappelons qu'on était au début des années 90. Il a donc, à l'aide d'une armée de stylistes, tous plus branchouilles les uns que les autres, créé toute une collection en adoptant les codes du casual luxury, à savoir le luxe décontracté, reprenant, comme je vous le disais, les codes vestimentaires de la fameuse Ivy League, alors arborée par les étudiants des universités les plus élitistes. Jeffries instaure donc une gamme de prix élevée, bien plus élevée que ses concurrents. Il veut une image jeune, dynamique, sexy et politiquement incorrecte. Et pour ce faire, il va lancer une campagne marketing aussi agressive qu'efficace. Pour ce faire, il va engager Bruce Weber. C'est l'un des plus grands photographes de mode du moment. Il est audacieux, provocateur et parfaitement dans l'air du temps. Les légendaires pubs Calvin Klein, c'est lui. Suivant les directives de Jeffries, il s'entoure de splendides modèles. Ils sont jeunes, beaux et parfaitement caucasiens. En somme, il fleure bon l'Amérique de Jeffries. Les fameux spots publicitaires d'Abercrombie & Fitch envahissent le marché. Les premières campagnes photos sont en noir et blanc, toujours tournées en extérieur et en pleine nature. Quant aux jeunes modèles, ils sont peu vêtus et mis en scène de manière assez, disons, hot. Voyez ici l'exemple d'une jeune fille poursuivie on ne sait pourquoi par une horde de garçons. Alors, je ne sais pas si vous avez vécu ça, moi je suis née dans les années 80, milieu 80, et ça me fait penser aux horribles chaculottes de quand j'étais en maternelle. Alors s'il y en a qui ont vécu ça à cette époque, dites-le moi, j'en reste encore traumatisée. J'ai beaucoup couru avec mes petites camarades à l'époque, et oh qu'on rigolait pas, je hurlais de terreur. On parle d'un chaculotte, les amis. Bref, et c'est précisément à ce mood que me fait penser cette photo. Ici encore, vous pouvez voir des adolescents avec leurs pantalons baissés, on ne sait pas pourquoi, jusqu'aux chevilles. Et Jeffries ne va pas s'arrêter en si bon chemin, il va faire preuve d'une extrême inventivité en élaborant des coups de com' qui vont littéralement marquer les esprits. Pour ne vous citer qu'un exemple, il a l'idée de faire travailler de jeunes vendeurs sculpturaux et époustouflants de beauté, torse nu. Et ça cartonne, tout le monde veut en être, on ne compte plus le nombre d'adolescents qui ont fait des heures de queue pour être pris en photo avec l'un d'eux. La recette fonctionne à merveille, la jeunesse américaine n'aspire qu'à une chose, porter du Abercrombie & Fitch, et pour les plus chanceux, avoir l'honneur, que dis-je, le privilège, de travailler dans l'un des magasins de la marque. Et Jeffries ne laisse rien au hasard, il va imposer un système de recrutement des plus sélects. Oust, du balai les moches, il veut que ses vendeurs et vendeuses soient les plus canons possibles, il veut qu'ils soient eux-mêmes des panneaux publicitaires vivants. Bref, rapidement, porter du Abercrombie & Fitch est devenu hyper tendance. Toujours plus de jeunes américains affichaient fièrement ces suites avec le nom de la marque écrit en gros dessus. Certains n'hésitaient pas à économiser longtemps et à casser leur tirelire pour s'offrir du Abercrombie & Fitch. Cette folle réussite va propulser sur le devant de l'affiche celui qui en est l'instigateur, à savoir Jeffries. Le succès est tel que 4 ans après son arrivée en 1996, il est nommé président du conseil d'administration et en même temps que la branche Limited Brand se retire de l'entreprise, Jeffries acquiert près de 3% des actions d'Abercrombie. Alors ça peut paraître peu, mais c'est énorme et ça va asseoir son pouvoir décisionnaire au sein de la direction. Et bien sûr, il gagne toujours plus d'argent, il va percevoir des dizaines et des dizaines de millions de dollars au fil des ans. Et tout roulait jusqu'au premier bad buzz, le premier d'une très longue liste. Le premier a lieu 5 ans après le lancement en 1997, au détour d'un produit qui va choquer l'opinion publique. Déjà que l'image d'une jeunesse hyper sexualisée commençait à faire grincer des dents, quand sera commercialisé un mini bikini 2 pièces rembourré, dont la plus petite taille est 7 ans, là, c'est trop. L'idée même de vouloir faire porter un haut de bikini rembourré à des fillettes aussi jeunes va créer un véritable scandale. Et je ne vous parle pas de la gamme de string pour fillettes de 10 ans. Trop c'est trop, la société est montrée du doigt et accusée de sexualiser les très jeunes à outrance.
Des associations ainsi que des groupes de parents vont organiser des manifestations devant les magasins et obtiendront le retrait de ces produits douteux. Mais ça, Jeffries, dans le fond, il s'en moque. Une publicité, qu'elle soit mauvaise ou non, ça reste une pub et ça fait vendre. Alors, les avis des ringards et autres puritains, ce n'est pas ça qui va l'arrêter, bien au contraire. Il ne va avoir de cesse de jouer la carte de la provoque, à l'instar de ce t-shirt commercialisé en 2002 avec écrit dessus « Service de blanchisserie des frères Wong ». Deux Wong peuvent le rendre blanc, avec dessiné dessus des personnages souriants portant des chapeaux asiatiques coniques. Inutile de vous faire un dessin, alors rebelote, une nouvelle campagne de boycott voit le jour avec à sa tête un groupe d'étudiants d'origine asiatique de Stanford. On se moque clairement de leur communauté. Alors, communiqué d'excuses d'Abercrombie & Fitch, les produits sont aussitôt retirés et remplacés par d'autres, au goût toujours plus douteux, comme cette gamme de sous-vêtements pour préadolescentes, au slogan type « Wink Wink », à savoir clin d'œil, ou encore « Eye Candy », qu'on pourrait traduire par « bonbon pour les yeux ». Alors imaginez votre fille de 10 ans porter une culotte avec imprimé dessus, que ce soit sur le popotin ou ailleurs, « bonbon pour les yeux ». Alors rebelote, manifestation, boycott, excuse de la marque, retrait des produits et c'est parti pour une nouvelle boucle avec un nouveau produit douteux. Et ces scandales à répétition ne vont en rien dissuader les jeunes d'acheter les produits Abercrombie & Fitch considérés à l'époque comme toujours plus trendy. 2 ans plus tard, en 2004, la marque lance cette fois des t-shirts au message humoristique tels que « It's all relative in West Virginia ». En Virginie occidentale, tout est relatif, avec dessiné dessus les contours de l'État de Virginie. Et si, pour nous, francophones, ça ne veut pas dire grand-chose, eh bien aux États-Unis, le message est clair. C'est là une référence à l'Amérique rurale et ça joue sur le cliché selon lequel les relations incestueuses sont courantes chez les pecnos dans les cambrousses de Virginie, un État qui est énormément rural. Ce serait comme sortir un t-shirt avec écrit dessus « à ou trop, tout est relatif ». Le gouverneur de la Virginie occidentale criera au scandale. Bon, vous connaissez désormais le fonctionnement d'Abercrombie. Excuse, retrait et dans la foulée voit le jour un t-shirt avec écrit dessus « L » pour « loser ». Bon, jusqu'ici, rien de condamnable. Mais il fallait que ce texte soit accompagné d'un dessin de gymnaste masculin en train d'exécuter une figure aux anneaux. Traduction, t'es un loser si t'es un mec et que tu fais des sports de nana tels que la gym. Cette fois-ci, ce sont les plus hautes instances de la gymnastique américaine qui vont s'insurger et c'est reparti pour un tour. Mais aucun de ces scandales à répétition ne va stopper la croissance fulgurante de la marque. Les magasins se multiplient aux 4 coins du pays et même du monde. Et bien sûr, c'est toujours aussi tendance de porter du Abercrombie & Fitch. Et voici un petit florilège de produits douteux ayant vu le jour à travers les années. Qui a besoin d'un cerveau quand on a ça? Ça signifiant une poitrine. J'ai fait un cauchemar où j'étais brune. Montrer les jumeaux, avec une jeune femme ouvrant son chemisier face à 2 hommes. Et rappelons tout de même que ce sont des vêtements à destination des jeunes, voire très jeunes. Ici, un t-shirt avec écrit dessus « Les femmes nues sont encouragées ». Et là, un autre avec la mention « Des étudiantes sont recherchées pour des recherches sur la sexualité ». Et des exemples comme ça, il y en a à foison. Mais c'est cette même année, toujours en 2004, que la société va connaître son premier vrai bad buzz, pas l'un de ceux qu'on peut faire oublier avec des retraits de produits et autres excuses. Ces bad buzz qui ont aussitôt été oubliés et pardonnés, non. Celui-là va cette fois impliquer la justice et ce sont les presses du pays tout entier qui vont se faire une joie de relayer cette affaire. Cette procédure judiciaire du nom de Gonzalez contre Abercrombie & Fitch a été lancée par plusieurs plaignantes. Plusieurs jeunes femmes de diverses origines, asiatiques, afro-américaines ou encore hispaniques, se sont unies pour attaquer l'entreprise dénonçant des pratiques d'embauche discriminatoires. Selon la plainte, seules les personnes caucasiennes avaient la possibilité d'être recrutées en tant que vendeurs ou à des postes de direction dans les magasins. Et quand vous étiez racisé, vous étiez relégué dans les coulisses, à savoir au stock, à l'abri des regards des clients. Ce qui donnait des configurations assez hallucinantes dans les magasins Abercrombie & Fitch, dignes de l'époque de la ségrégation.
Et les recruteurs d'Abercrombie allaient encore plus loin. Il a été découvert qu'ils allaient directement recruter leurs vendeurs auprès des fraternités et sororités des grandes universités. Donc, même les caucasiens pauvres, s'ils pouvaient les éviter chez Abercrombie & Fitch. Ce procès va faire l'objet d'une couverture médiatique intense. L'opinion publique sera scandalisée et c'est sans grande surprise que la marque, qui n'a eu de cesse de crier son innocence, acceptera finalement un arrangement à l'amiable pour stopper l'hémorragie. Le juge dira dans son délibéré, je cite, « Les jeunes hommes et femmes qui ont postulé pour travailler chez Abercrombie auraient dû être jugés sur leurs qualifications et non sur leur couleur de peau ou leur genre. » Abercrombie va accepter un accord amiable à hauteur de 50 millions de dollars et s'engagera à réviser sa politique d'embauche, embauchant 25 recruteurs en charge d'assurer un recrutement plus diversifié. La direction d'Abercrombie s'est même engagée à inclure plus de modèles issus des minorités dans leur campagne publicitaire et c'est 2 fois par an qu'ils devront rendre des comptes à un contrôleur neutre désigné par le tribunal. Contrôleur chargé de surveiller qu'Abercrombie reflète la diversité telle que reflétée, je cite, par les principales populations ethniques des États-Unis. L'image de la marque est toujours plus associée au scandale, mais ça ne va pas impacter tant que ça les ventes et Jeffries va continuer, mais de manière plus discrète, sa fameuse ligne de conduite, que des minces, que des beaux, que des blancs et que des riches. Et comme il faut la jouer mollo, Jeffries va davantage se concentrer sur le côté élitiste de la marque. Un nouveau magasin voit le jour en 2005 et son emplacement n'est pas choisi au hasard. Il est situé sur la très célèbre 5e avenue à New York, juste à côté du magasin Prada et d'autres magasins de prêt-à-porter haut de gamme, voire luxe. Abercrombie se veut plus que jamais, je cite, proche du luxe, et la gamme de vêtements proposés va s'étoffer pour inclure des matières telles que le cachemire, les cuirs premium ou encore du coton de Pima. Même la matière la plus américaine qui soit, à savoir le jean, sera concernée. Les modèles les plus coûteux seront fabriqués avec des machines ancestrales, de l'exclusif, toujours plus d'exclusif. À cette époque, les produits les plus basiques d'Abercrombie, confectionnés, disons, dans des matières lambda, sont en moyenne 2 fois plus chers que le reste du marché. Voilà. Tu payes juste le double et sans aucune raison. Enfin, moi, c'est ce que je me disais dans mon esprit. Je suis vraiment pas la cible. Et puis, est arrivé le scandale de trop. Et ce scandale va émaner de Jeffries lui-même. Dans une entrevue de 2006 avec le média Salon, il déclare le plus normalement du monde que sa ligne de vêtements est exclusivement destinée aux personnes cool et belles et qu'il ne veut pas que les gens en surpoids portent ces vêtements. Il a dit, je cite, « C'est pour cela que nous embauchons des gens beaux dans nos magasins. Parce que les gens beaux attirent d'autres gens beaux et nous voulons nous adresser à des gens cool et beaux. Nous ne nous adressons à personne d'autre qu'eux. Dans chaque école, il y a des enfants cool et populaires et puis il y a les enfants pas si cool que ça. Franchement, nous recherchons les enfants cool. Nous recherchons les enfants américains, séduisants, avec une bonne attitude et beaucoup d'amis. Beaucoup de gens n'ont pas leur place dans nos vêtements et ils ne devraient pas porter nos vêtements. Sommes-nous exclusifs ? Absolument. » Mais étonnamment, ces déclarations vont passer inaperçues. Elles ne vont émouvoir personne. Mais c'est là un scandale à rebours, puisque c'est en 2013, soit 7 ans plus tard, que cette interview sera ressortie de dessous les fagots par l'actrice Christy Haley, qui en parlera dans le Ellen DeGeneres Show. Mais ça, on y reviendra plus tard. Continuons d'avancer chronologiquement. En 2009, nouveau procès très médiatisé, c'est cette fois une étudiante britannique du nom de Riam Dean, 22 ans, qui porte plainte pour discrimination. Née sans avant-bras gauche, elle avait été autorisée à travailler en tant que vendeuse à la condition de porter des vêtements à manches longues. Ce qu'avait accepté la jeune femme. Sauf que peu de temps après, elle a été reléguée au stock parce qu'elle, je cite, ne respectait pas la politique d'apparence de la société. Elle avait finalement été licenciée après avoir refusé ce changement de poste. Là encore, scandale. Riam remporte le procès. Elle qui avait demandé 20 000 $ de dommages et intérêts en recevra 8 000. Et puis des plaintes comme ça, il y en aura des tonnes et des tonnes, toujours concernant des problèmes de discrimination. Ce à quoi il faut ajouter un véritable mépris pour la clientèle. En 2010, par exemple, Abercrombie avait lancé des cartes cadeaux qui avaient la particularité de n'avoir aucune date d'expiration. C'était l'un des arguments de vente de cette carte cadeau. Sauf que quelques mois plus tard, il a été décidé que finalement, non, voilà, elles sont désormais expirées. Merci,
et au revoir. Et si vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Alors rebelote, plainte, procès et indemnité. Une affaire en chasse une autre et elles ne font désormais plus la une des journaux puisqu'elles n'étonnent plus personne. Il faudra attendre, comme je vous le disais, 2013 et la fameuse intervention de la comédienne Kirstie Alley dans l'émission ultra populaire de l'époque Ellen DeGeneres Show pour qu'un scandale fasse enfin trembler la marque. Et pour ceux de ma génération, vous avez déjà sûrement vu des photos de Kirstie dans les magazines People de l'époque. C'est une actrice américaine populaire qui a joué dans de nombreuses sitcoms et qui est aussi connue pour ses problèmes de poids. Elle qui autrefois ne prenait pas un gramme, malgré le fait qu'elle avait toujours mangé, comme elle l'a dit plus tard, compulsivement, elle avait considérablement grossi suite à une ménopause précoce vers la fin 2003. Et c'était l'époque du fat shaming à gogo. Elle apparaissait dans toujours plus d'articles People dénigrants, accompagnés de photos volées au détour de paparazzades, et puis on la mettait dans des avant-après peu flatteurs. Donc, elle s'était confiée sur le plateau d'Ellen DeGeneres. Elle avait ému nombre d'Américains en expliquant à quel point, dans une société véhiculant des diktats de minceur, il était difficile de se sentir bien. Le rejet, les moqueries, bref. Elle avait donc évoqué, en passant, l'influence de marques telles qu'Abercrombie auprès des jeunes. Et donc, elle avait évoqué les propos de Jeffries qu'elle avait lus à l'époque en 2006, soit 7 ans plus tôt, et qu'elle n'avait jamais oublié. Et là, le scandale est réel pour Jeffries et il va payer cher ses déclarations et tous ces scandales passés. Il est désormais vu comme une vile personne, comme un grossophobe, un raciste, un misogyne et j'en passe. Il va bien tenter le 17 mai 2013 de limiter les dégâts par le biais d'un communiqué officiel d'excuses dans lequel il va déclarer, je cite, « Je souhaite revenir sur certains de mes commentaires qui ont circulé lors d'une interview de 2006. Bien que je pense que cette citation, vieille de 7 ans et ressuscitée, a été sortie de son contexte, je regrette sincèrement que mon choix de mots ait été interprété d'une manière qui a offensé. Nous sommes totalement opposés à toute discrimination, intimidation, caractérisation désobligeante ou autre comportement antisocial basé sur l'ethnie, le genre, le type de corps ou d'autres caractéristiques individuelles. » Et avouez que c'est audacieux quand même de dire ça. Et il aura beau dire de toute façon ce qu'il veut, c'est trop tard, le mal est fait. Cette fois, l'image de la marque s'en retrouve vraiment écornée et le boycott est réel. Les ventes vont baisser, nombre de clients boycottent la marque. Et comme rien ne semble limiter la casse, la direction prend une mesure drastique, à savoir obliger Jeffries à quitter son poste de PDG l'année suivante en 2014. Ce que Jeffries fait. Mais n'allez pas vous imaginer qu'il a pour autant quitté le navire, non. Il reste tout autant impliqué au sein de la marque, détenant toujours de très nombreuses actions. Il est donc dans les faits toujours là et de la même manière, mais il y avait quand même urgence à satisfaire l'opinion publique en le démettant de ses fonctions. Et voilà que ce n'est plus si cool de porter du Abercrombie & Fitch, mais pas pour tout le monde. Demeure toujours un noyau dur de jeunes consommateurs, peu au fait de ces divers scandales, voire insensibles. Et je dois vous avouer qu'à l'époque, je ressentais un profond dégoût vis-à-vis de cette marque, tant les valeurs qu'elle véhiculait étaient exécrables. Déjà qu'acheter le double d'un vêtement type t-shirt basique, je trouvais ça moyennement intéressant. Bon, encore une fois, j'étais clairement pas la cible, mais le simple fait de voir quelqu'un porter un vêtement floqué de cette marque entraînait chez moi de la méfiance vis-à-vis de cette personne. Je me disais, mais tu dois vraiment avoir une morale douteuse et être dénué d'empathie pour porter du Abercrombie & Fitch. Et boycotter une marque, c'était pas mon truc, j'étais encore trop jeune. Mais Abercrombie, ça a vraiment été l'une des premières, tant elle était associée dans mon esprit à ce Jeffries. Bref, et puis, j'avais plus trop entendu parler de la marque. Et j'avais lâché le dos au moment où les ventes étaient en chute libre. J'en étais restée là jusqu'à ce que Lilia et Kelly ne m'en reparlent. J'avais d'ailleurs tellement oublié cette marque que je pensais qu'elle avait fait faillite. Et voilà donc qu'on m'apprend qu'Abercrombie est accusé d'exploitation sexuelle. Et là, je me suis dit, wow. Alors là, ils ont réussi à faire très, très, très fort. Jamais j'aurais pu imaginer un tel scandale. Alors il fallait qu'on en sache plus avec Kelly. On a décidé de bosser sur cette affaire, mettant même de côté le sujet qu'on était en train de bosser ensemble. Et c'est là que la vidéo commence véritablement. Maintenant qu'on a posé le contexte, on peut entrer dans le vif du sujet. Alors, que s'est-il passé pour que la marque doive faire face à de telles accusations? Et sans connaître le détail, je m'étais tout de suite dit, ça, c'est un coup de Jeffries. Mais d'abord, qui est-il ? D'où vient-il? C'est peut-être dans son passé qu'on trouvera une explication quant à sa haine du gros, du pauvre, de l'étranger et j'en passe.
Michael Stanton Jeffries est né le 15 juillet 1944. Il a grandi à Los Angeles dans une famille aisée. Son père, Donald R. Jeffries, possédait une chaîne de magasins du nom de Party Time. Alors je ne sais pas quel produit il vendait, en tout cas une chose est sûre, Jeffries est bien né. Il a donc fait partie de la jeunesse privilégiée américaine qu'il affectionne tant. Il décroche un MBA en économie à l'université de Columbia, qui est l'une des universités les plus prestigieuses du pays, d'où peut-être son adoration pour les étudiants issus de ces établissements élitistes. Et c'est comme s'il était resté bloqué à cette période de sa vie. Allez savoir pourquoi. Je pense, sincèrement, qu'il aurait fait un objet d'étude parfait pour n'importe quel psychologue. Il est tellement resté bloqué à cette période toute sa vie qu'en plus de convoiter des petits jeunes à l'âge adulte, on y reviendra, il n'a jamais cessé de s'habiller comme à cette époque. Il est la représentation parfaite du style Abercrombie. Un jean bleu, une chemise polo bleu marine et des tongs, été comme hiver, comme le veut la formule, il est Abercrombie. Physiquement, il était blond, grand, athlétique, et je dis était car il est désormais ravagé par la chirurgie esthétique. Et je trouve que pour le coup, il a vraiment la tête de ses idées. En 1971, à l'âge de 27 ans, il épouse la fille d'un riche homme d'affaires, une certaine Suzanne Marie Isabelle Hansen. Ensemble, ils ont un fils. Suzanne est décrite comme une femme gentille. Elle était bien connue des employés d'Abercrombie & Fitch. Et ses employés sont assez unanimes sur elle. Donc, ils la trouvaient sympathique. Mais, bien que mariée à Jeffries, selon eux, elle ne semblait pas vraiment faire partie de sa vie. Et reprenons. Jeffries, une fois qu'il a validé son MBA, a occupé divers postes à responsabilité au sein de sociétés textiles. Mais comme il a l'âme d'un entrepreneur, il fondera en 1984 une marque de prêt-à-porter uniquement destinée aux femmes d'affaires. Et si dans un premier temps, la marque en question, Alcott & Andrews, fonctionne, suite à une stratégie d'expansion beaucoup trop audacieuse et irréaliste, elle fera faillite 5 ans plus tard, en 1989. C'est cette même année, à l'âge de 45 ans, que Jeffries fait la rencontre d'un certain Matthew Smith. Smith est alors un jeune Britannique entrepreneur qui dirige plusieurs salons de coiffure en vogue. Et ce sera véritablement lui le partenaire de Jeffries. Il l'occupera même plus tard lorsque Jeffries rejoindra Abercrombie le poste de responsable du bureau de la famille Jeffries. Oui, il existe une entité censée gérer les finances de la famille, son patrimoine et j'en passe. Le discret Smith est décrit par les employés d'Abercrombie comme un gentleman, comme quelqu'un de poli et de gentil. Après l'échec de la marque de Jeffries, celle pour femmes d'affaires, eh bien, il va retourner dans le salariat. Le voilà embauché chez Paul Harris, une chaîne de vêtements du Midwest. Mais après y avoir passé seulement 3 ans, il est recruté par Lis Dexner, un puissant homme d'affaires qui possède alors The Limited et qui vient tout juste de racheter Abercrombie. C'est Jeffries qu'il choisit pour tenter de dynamiser les ventes de la marque et la suite, vous la connaissez. Et concernant la vie privée de Jeffries, eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui, mis à part tout ce que je vous ai déjà dit. Voilà, on ne sait pas grand-chose sur lui. Et puis dans le fond, quoi de plus normal, ce n'est pas un people, c'est un homme d'affaires, comme il en existe plein d'autres. Sauf que tout va basculer en 2023 lorsqu'une journaliste de la BBC va mettre en lumière les petits secrets sordides de Jeffries. Elle est, pour être plus exacte, correspondante anglaise à la BBC pour Washington et elle s'appelle Rihanna Croxford. Et ne vous fiez pas à son allure de gentille fille sage, ce petit bout de femme est du genre coriace. C'est une brillante journaliste d'investigation, lauréate du British Journalism Award, lauréate également du Forbes 30 Under 30 Media, et elle a également été présélectionnée pour les Royal Television Awards et les Orwell Prize. Alors, on est quand même sur la crème de la crème et elle a plusieurs casquettes à son actif. Elle est journaliste d'investigation, elle est productrice de documentaires et elle est présentatrice. Elle s'est aussi illustrée dans une série de podcasts traitant de divers sujets, mais ce qui la fera véritablement connaître du grand public, c'est son enquête sur Jeffries, une enquête qu'elle mènera en silence 3 ans durant. Et c'est dans un reportage coup de poing qu'elle présentera le résultat de son travail, à la suite duquel Jeffries sera arrêté par le FBI. Imaginez un peu. Et le fait que ce soit une femme, et qui plus est racisée, qui l'a fait couler, je trouve que c'est golden. Voilà, ça a une saveur
toute particulière et je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Elle a donc commencé son enquête en 2021 alors qu'elle n'était âgée que de 26 ans. Elle était à l'époque la plus jeune correspondante pour la BBC. Elle est actuellement âgée de 29 ans et pour vous raconter brièvement son histoire, elle est la première de sa famille à être allée à l'université et elle a été la première stagiaire du Fonds pour la diversité journalistique du Financial Times. Et donc, c'est l'objet de ce sujet, elle a sorti un reportage ainsi qu'une série de 12 podcasts intitulés « Les gars d'Abercrombie ». Et voici ce qu'elle y raconte. Dans le premier épisode intitulé « Silencieux », elle raconte comment tout a commencé. Si vous parlez anglais et que vous aimez les podcasts, je vous mets le lien en barre d'infos. Ces podcasts sont très bien faits, on est vraiment en immersion. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire, vous savez, quand il y a énormément de musique, d'effets sonores qui viennent vous immerger véritablement dans le récit. Sauf que, je trouve, et remerciez-moi parce que je les ai écoutés, ça a été extrêmement long, s'il a fallu ensuite que je les traite. Alors déjà, j'ai dû les traduire à l'aide d'un logiciel parce que je ne parle pas si bien que ça anglais. Voilà, je trouve que ça traîne en longueur. Since we first told you about the Abercrombie guys. Donc c'est parfait. Si vous êtes anglophone et que vous avez de longues heures de route, je sais pas, vous partez en voyage, allez-y. Mais si vous êtes du genre impatient comme moi, je pense que ça ne va pas coller. Bref, elle explique que tout a commencé au moment du mouvement MeToo. Souvenez-vous, à partir de 2017, il y a eu une avalanche de témoignages sur les réseaux sociaux. Nombre de personnes à travers le monde s'étaient saisies de leur clavier pour partager leurs histoires. Et alors que Rihanna parcourait au hasard les témoignages sur Twitter, ceux de plusieurs jeunes hommes vont l'intriguer. Ils semblaient tous aller dans le même sens. Ils visaient, je cite, « les gars d'Abercrombie », sans pour autant que ces jeunes hommes n'aient interagi les uns avec les autres. Voilà, chacun postait son témoignage de son côté. Et l'un de ces témoignages cryptiques et mystérieux a davantage attiré l'attention de Rihanna. Le premier témoignage, Barrett Poole. Rihanna a donc contacté la personne, en l'occurrence un jeune homme, qui était très réticent à l'idée de parler et surtout à une journaliste. Elle explique que les deux ont longuement échangé par écrit, qu'elle a dû gagner sa confiance, le rassurer et qu'ensuite seulement, après plusieurs mois, ils ont eu leur premier échange téléphonique. C'était en janvier 2021. À cette époque, la population était confinée. Elle a expliqué qu'au-delà de faire son travail de journaliste, l'un rompait la solitude de l'autre et inversement, ce qui a donné lieu à de nombreux échanges téléphoniques et on peut entendre des bouts de conversation dans le podcast. The scale of this operation is bigger than I think I understand still. It's part of a well-oiled machine Mike Jeffries is at the center of as a pyramid. Et c'est donc un mois après leur premier contact téléphonique qu'elle a décidé de prendre l'avion pour rencontrer ce jeune homme en personne en Californie. C'était en mars 2022. À savoir que Rihanna était en Angleterre et Barrett Poole aux États-Unis. Et quand elle y est allée, elle a enregistré leurs échanges. Ce jeune homme du nom de Barrett Poole est coach de vie. Il ressemble selon Rihanna à une gravure de mode. Il est bronzé, il a des dents parfaites, il a les cheveux soyeux. Il commence par raconter son enfance. Il explique qu'il est originaire de Long Island, à New York, qu'il est issu d'une famille pauvre, qu'il a grandi avec ses parents et ses deux petits frères et sœurs. Sa mère a toujours dû faire face à des problèmes de santé. À l'école, il était l'enfant gay. À l'inverse des autres garçons, il avait des poupées, des stylos à plumes. Rétrospectivement, il est heureux que ses parents l'aient laissé être lui-même. Arrivé au lycée, il n'avait qu'une seule idée en tête, apporter de l'argent au foyer pour améliorer les conditions de vie de sa famille. Son rêve a toujours été de gagner suffisamment d'argent pour mettre les siens à l'abri, qu'ils sortent enfin de leurs difficultés financières. Il s'en était fait la promesse, il s'en était fait un devoir. Et travailler comme vendeur à Abercrombie à l'époque était le nec plus ultra pour les lycéens et les étudiants. Il avait donc passé un entretien et avait été embauché, et c'est dès l'âge de 17 ans qu'il a commencé en tant que vendeur. Il était honoré, fier d'être considéré comme quelqu'un d'attrayant, de cool. Lui qui avait toujours eu du mal à s'intégrer, lui qui avait toujours été perçu comme un enfant bizarre. C'était l'époque des leggings et des hugs. Il explique que les jeunes vendeuses devaient avoir un maquillage léger et propre. Quant aux garçons, ils devaient être rasés de près. Les boutiques étaient vaporisées de parfums à outrance et une musique de club passait en boucle et à tue-tête à longueur de journée. Ce qui dérangeait fortement les parents, mais c'était, comme qui dirait, le mood. Musique qui, au passage, dérangeait également les vendeurs. Mais bon,
Barrett explique que l'année suivante, il avait été accepté dans l'université de ses rêves à New York. Après avoir obtenu son diplôme en sciences, il a décidé de suivre les conseils de son entourage et de se lancer en tant que mannequin. Et qui sait, aller un jour à l'assaut d'Hollywood. Oh, qu'il déchantera vite. Il explique dans le podcast que se lancer dans le mannequinat a été beaucoup plus difficile qu'il ne le pensait. Il a beaucoup travaillé gratuitement au début. Il s'est retrouvé plus d'une fois dans des situations difficiles, financièrement mais pas que. Il explique que se retrouver seul avec des photographes chez eux mettent les modèles dans des situations de grande vulnérabilité. Il s'est plus d'une fois retrouvé face à de véritables prédateurs. Il a été très vite agressé sexuellement. Il a expliqué que cette atmosphère de prédation constante avait pour effet de désensibiliser les modèles comme lui, comme si on les conditionnait indirectement à accepter l'inacceptable et à trouver certaines situations anormales, normales. Et après 2 ans d'activité, après avoir connu un certain succès, mais un succès relatif tout de même, il avait travaillé avec des marques comme Calvin Klein. Voyant le peu d'argent qu'il gagnait, il a décidé de tout arrêter. Il était retourné vivre à New York et c'est à cette époque qu'il a davantage échangé avec un autre mannequin, un mannequin plus âgé que lui. Il l'avait rencontré en début de carrière et il était devenu un peu comme son grand frère pour lui. Il l'avait beaucoup conseillé tout au long de sa carrière et connaissant ses difficultés, cet ami plus âgé lui a proposé de se faire plus d'argent en devenant un sugar baby. Barrett Poole n'aurait jamais imaginé faire ça un jour, mais après 2 ans dans le milieu de la mode et après bien des péripéties, il s'était dit « bon, pourquoi pas, j'ai connu pire, et si ça peut aider ma famille et rembourser mon prêt étudiant, pourquoi pas ?» Mais il a quand même sacrément hésité, et son ami se faisait pas mal insistant. Et face à son insistance, et comme c'était toujours mieux que de faire du couchsurfing chez des amis, comme il était en train de le faire, il a finalement accepté. Et c'est comme s'il était redevable vis-à-vis de cet ami plus âgé, redevable de tous ses précieux conseils distillés au cours de sa courte carrière. Alors, d'une certaine manière, comme il s'est senti redevable, ça plus le fait qu'il était acculé, fauché, perdu, bref, il a accepté. Et ce modèle plus âgé lui a dit que c'était là un travail en or, que lui ne pouvait plus le faire à cause de son âge. Il lui passait, comme qui dirait, le flambeau, et aussi et surtout, c'était là, selon lui, une chance inouïe de relancer sa carrière de mannequin, puisqu'il sera présenté à des grands noms de la mode, ceux qu'il appelle les gars d'Abercrombie. Barrett le croit, il lui fait toute confiance, il est alors âgé de 22 ans. Et ce pseudo-ami lui a donc expliqué qu'il allait rencontrer les gars d'Abercrombie et qu'il aurait avec eux des sortes d'expériences. Et il se trouve que employer c'est parfait, puisqu'il ne dit pas vraiment ce dont il s'agit à Barrett. La seule chose qu'il lui dit, c'est que ce sera mais qu'il ne sera jamais, au grand jamais, forcé à faire quoi que ce soit s'il ne le veut pas. Mais, je cite, « plus tu fais, et mieux c'est ». Et pour ça, il sera bien évidemment grassement rémunéré. À cette époque, Jeffries était âgé de la fin soixantaine, il avait femme et enfants, mais il entretenait de manière plus ou moins notoire une relation avec le fameux Matthew Smith dont je vous parlais plus tôt. Mais avant de décrocher le job, notre ami Barrett devait passer une sorte d'audition avec un certain Jim. C'est ce Jim qui décidait si la nouvelle recrue était validée ou non. Et bien évidemment, c'était une audition à l'horizontale. Barrett a rencontré Jim. Pour ce faire, il a été conduit dans un luxueux hôtel de Beverly Hills. Barrett décrit Jim comme un homme blanc, âgé et en surpoids. Et il avait la particularité de ne pas avoir de nez. Voilà, il lui manquait un gros morceau de son nez. Et il avait une sorte de patch en peau de serpent posé à la place de son nez. Donc l'apparence de Jim était plutôt repoussante. Et ce n'est pas un hasard. Vous verrez plus tard pourquoi. Barrett a réussi son, entre guillemets, audition et Jim lui a remis une enveloppe de $500 lui disant, je cite, qu'il plaira sûrement aux autres. 2 semaines plus tard, Barrett reçoit un SMS de Jim lui disant qu'il était attendu dans un hôtel de Times Square. Tout était parfaitement organisé, billet d'avion à son nom, accueil par son pseudo-ami mannequin à l'aéroport. C'était le 6 mai 2011. Barrett a pris l'avion, a été accueilli par son pseudo-ami à l'aéroport, a été amené à l'hôtel et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé face à 2 types qui lui ont dit de se déshabiller pour qu'il soit entièrement rasé. Et ces 2 types, ce sont là les Housemans de Jeffries. Et oui, car Jeffries était en permanence accompagné d'assistants appelés les Housemans. C'étaient de séduisants jeunes hommes blancs, toujours habillés de la tête aux pieds en Abercrombie & Fitch, à savoir exactement comme Jeffries, jean, polo,
tongs. Ils étaient chargés de gérer les courses, les repas, le ménage ou autre. Et tout ça, Barrett le découvrait au fur et à mesure. Il avait la sensation, alors qu'on le rasait, d'être comme déshumanisé, de n'être qu'un animal qu'on tond avant de vendre. Puis son identité a été enregistrée, il a dû signer un accord de confidentialité et il a été prévenu, s'il rompt cet accord, qu'on lui faisait alors signer nu comme un verre, eh bien il sera poursuivi et condamné à payer bien plus d'argent qu'il n'en gagnera jamais dans sa vie. Puis, le lendemain, un autre homme s'est présenté à sa chambre d'hôtel. Il était vêtu de la tête aux pieds en Abercrombie et était accompagné de 2 hommes âgés de la vingtaine qui étaient tous les 2 des recrues comme lui. L'un des 2 jeunes hommes lui a expliqué être une star de film pour adultes. Ils étaient alors tous les 3 attendus à un événement. Ils ont embarqué en voiture direction les Hamptons. Barrett a vomi sur le chemin dans une station-service. Il a dit que c'est comme si tout son être lui disait de ne pas y aller. Puis, ils ont repris la route et se sont arrêtés devant le manoir de Jeffries. Barrett a ensuite été escorté dans une maison d'hôtes alors que les 2 autres hommes pénétraient dans la maison. Il a revomi puis a été escorté jusque dans la chambre de Jeffries qui était alors au lit avec la star de film pour adultes en train de faire des choses. Ils lui ont fait signe de se joindre à eux. La porte de la chambre s'est fermée derrière Barrett Poole. Il y avait d'autres personnes dans la pièce, dont le compagnon de Jeffries, à savoir Matthew Smith. Ils lui ont dit de faire ce qu'il voulait, avec qui il voulait, et quitte à choisir, eh bien, Barrett a choisi l'un des 2 jeunes hommes avec qui il avait fait le trajet, et ce dernier lui a fait une bip orale et tout le monde regardait. Ensuite, les 2 jeunes hommes ont eu des relations avec Jeffries et Smith. Puis, ils ont tous été conduits dans la maison d'hôtes où ils ont reçu chacun une enveloppe d'argent. En ouvrant la sienne, Barrett a découvert 2500 $. Une voiture l'attendait pour le raccompagner chez lui, mais il a préféré être déposé chez ses parents pour ne pas se retrouver seul face à cette enveloppe et face à ce qu'il avait fait. Il a pleuré, il avait honte, donc il n'a jamais parlé de cette histoire à personne. Il ne voulait pas être jugé. Il avait aussi très peur, même 11 ans après, de cette fameuse clause de confidentialité et des menaces qui allaient avec. Et Rihanna a de suite remarqué à quel point tout était parfaitement organisé, recrutement, intermédiaire, toiletteur, je ne sais pas comment on pourrait les appeler. Bon, vous m'avez compris, ceux qui tondent et préparent les jeunes recrues, chauffeurs, accords de confidentialité, etc., etc. Et pour prouver ses dires, Barrett a pu fournir à Rihanna des preuves qu'il avait conservées dans un vieil iPad. Il y avait tout, la date de l'événement, à savoir le 7 mai 2011, le lieu, les Hamptons, ainsi que toute une liste de noms et de coordonnées. Et il a fallu du temps à Barrett pour comprendre ce qu'il avait vécu. Il en était arrivé à la conclusion que dans son cas, on ne peut pas parler de consentement éclairé dans la mesure où il ne savait pas ce qui allait se passer, ce qu'on attendait de lui. Sans compter cette atmosphère oppressante une fois arrivé sur place. C'était une atmosphère tendue, menaçante, et selon lui, on te fait croire que tu as le choix, mais dans les faits, tu n'as pas vraiment le choix une fois que tu es sur place. Rihanna devait en savoir plus sur Jeffries ou son compagnon, mais il n'y avait pas grand-chose sur eux sur Internet. Elle a dû se débrouiller autrement, elle a dû avancer pas à pas. Je vous rappelle qu'au total, son enquête a duré 3 ans, et c'est en fouillant sur LinkedIn qu'elle a réussi à entrer en contact avec une certaine Kathy Hart. Son profil indiquait qu'elle avait occupé le poste d'assistante de Jeffries au sein du siège d'Abercrombie & Fitch. Et selon Kathy, eh bien Jeffries est un original, c'est un hyperactif qui consacre littéralement sa vie au travail. Il est du genre imposant, déjà de par sa carrure, il est grand et massif, et il est du genre bruyant, à parler fort, le genre aussi à imposer le respect sans forcer. Kathy a aussi parlé du fameux campus d'Abercrombie. C'est un immense site composé de bâtiments en verre et en bois, et il y avait parmi eux une sorte de magasin témoin. C'est une réplique parfaite des magasins Abercrombie avec des panneaux en bois sombre, cette fameuse musique diffusée à tue-tête, ainsi que des vendeurs. Sur ce campus, il y avait beaucoup de beaux gars en full look Abercrombie qui se lançaient régulièrement dans des parties de football. C'est comme si tu étais dans un campus universitaire vraiment cool. Rihanna a réussi à contacter l'un d'eux, un certain Carl Swanson, un ancien mannequin qui a travaillé de 2001 à 2009 et qui en garde un bon souvenir. Il explique qu'il a occupé divers rôles de vendeur à mannequin dans la campagne de 2007. Il était l'un de ceux qui étaient torse nu. Il explique qu'il a vraiment aimé son expérience, que ça avait l'air cool, mais que ça l'était en vrai. Kathy a aussi expliqué que chaque week-end,
Jeffries quittait le campus d'Abercrombie, il prenait le jet de la boîte, ça c'est important, retenez, donc il prenait le jet de la boîte Abercrombie pour se rendre à New York où il passait tous ses week-ends, sauf les fois où il allait au Hampton. Donc autant en semaine c'était un acharné de travail, autant le week-end il était en off et il disparaissait. Et pour en savoir plus sur les week-ends de Jeffries, il fallait à Rihanna interroger l'un de ses housemates. Après avoir essuyé pas mal de refus, elle a réussi à en interroger un qu'elle a surnommé Tom. Il a expliqué que lui aussi a dû signer un accord de confidentialité et grâce à lui, elle a pu en apprendre un peu plus sur le fonctionnement au sein des maisons de Jeffries. Tom a expliqué que toute l'organisation était réglée comme du papier à musique. C'était quasi militaire. Il devait par exemple être en permanence et de la tête aux pieds habillé en Abercrombie & Fitch, y compris ses sous-vêtements. C'était jean bleu, polo marine, tongs. Les housemans étaient, été comme hiver, habillés exactement comme Jeffries. Il était bien payé, mais le travail était épuisant. Lui avait été affecté à la maison des Hamptons. Il a dit que Jeffries était un obsédé du contrôle. La maison devait être parfaite. L'emplacement de chaque objet était calculé au centimètre près pour qu'il ne soit jamais mal positionné. Les murs étaient sans arrêt repeints pour être toujours plus blancs. Le personnel de la maison était comme déshumanisé. Et aussi et surtout, l'intégralité des employés devait parfois quitter le manoir les week-ends, de 11h à 17h par exemple. C'était comme ça presque chaque samedi et aucun employé ne devait poser de questions sur ce qu'il se passait dans le manoir lorsqu'il était vide. Mais dans le fond, c'était un secret de polichinelle puisque tout le monde savait que Jeffries appelait de jeunes hommes pour des playtime, donc pour ces fameux événements. Et Rihanna réussira à s'entretenir avec, je ne sais pas trop comment les appeler, des recrues / invités. Bref, c'est un certain David Bradbury. Il est aujourd'hui âgé de 37 ans. C'est un ancien Marine devenu star de télé-réalité. Il avait commencé sa carrière dans le programme Below Deck, une émission qui suivait les péripéties d'un équipage de yacht. C'est en 2010 qu'il a fait la rencontre des gars d'Abercrombie et voici son histoire. Il a vécu avec un père psychologiquement abusif qui contraignait la famille à souvent déménager et c'est compliqué pour un jeune de perdre comme ça en permanence ses repères. Par chance, sa mère était aimante et prenait grand soin de lui. Elle avait même fini par quitter son père. David Bradbury se souvient qu'ado, il avait cassé sa tirelire pour pouvoir s'acheter un jean Abercrombie & Fitch. À l'époque, si vous n'en aviez pas, c'est que vous étiez pauvre. À l'adolescence, il avait rejoint l'équipe de football de son lycée. Il avait enfin la sensation d'être cool et d'être accepté à cette époque. Donc toujours à cette époque, il cachait farouchement son orientation amoureuse de peur d'être rejeté. Et c'est seulement 2 semaines après le lycée qu'il a décidé de rejoindre le corps des Marines. Il se cherchait, voilà, il voulait encore et toujours être accepté. Il voulait trouver son identité, se faire respecter. Dans les Marines, il avait alors rejoint la branche diplomatique et avait été déployé en Afrique du Sud. Fusillade, massacre. Il en garde aujourd'hui énormément de traumas. Et c'est à l'âge de 22 ans, en 2009, qu'il a décidé de quitter l'armée. Il a rencontré son petit ami de l'époque qui travaillait dans un bar gay. Et à côté de son travail, donc ce petit ami faisait des shows en webcam. Alors David a commencé à en faire. Il a ensuite fait du porno amateur avec d'anciens militaires. Mais ce n'est pas ce dont il rêvait. Ce qu'il voulait vraiment, c'était devenir un acteur. Il s'était donc lancé dans le mannequinat se disant que ça pouvait l'aider. C'était difficile. Il a dû faire face à un nombre de prédateurs. Il a été agressé. Son estime de lui-même s'était progressivement dégradée et puis un beau jour, son agent lui a proposé de rencontrer un magnat de la mode du nom de Jim au détour d'un café. Un lieu public, ça avait rassuré David qui était devenu assez méfiant à cause de toutes ses expériences dans le mannequinat. Jim, c'est l'homme à qui il manque un bout de nez. Jim s'était présenté comme un représentant du bureau d'Abercrombie. David était choqué, lui qui était un grand fan de la marque. Eh bien, il était assez honoré et Jim était cordial, poli. Il lui a proposé de marcher ensemble vers ses locaux où une réunion l'attendait. Arrivé sur les lieux, Jim lui a proposé de passer une audition. Il lui a dit de se déshabiller et il a fait à David une fellation. David ne voulait pas, mais il a dit, je cite, « À cette époque, j'étais conditionné à croire que ça faisait partie du processus de recrutement si on voulait espérer devenir quelqu'un à Hollywood. » Jim lui a ensuite tendu de l'argent que David a refusé, mais Jim a insisté en lui disant, je cite, « Ton temps est précieux. »
Et rétrospectivement, David pense que c'était pour qu'il garde le silence. Mais de quoi tu te plains? Je t'ai payé. Et ce jour-là, David s'est senti stupide et utilisé. Alors imaginez-vous quand même qu'il partait pour un simple café et qu'il s'est ensuite retrouvé à faire des choses. Il a rapidement eu un retour de Jim qui lui a dit que sa candidature avait été acceptée. Il a dit « J'ai envoyé tes photos aux gars et ils veulent te rencontrer ». Le voilà donc invité par Jeffries et Smith au Hampton. Alors David a voulu en savoir plus. Jim lui a dit qu'il serait rémunéré en tant que mannequin et talent. Il a dit que c'était là une superbe opportunité pour lui d'être repéré et de faire carrière, que les gens seraient en sous-vêtements, qu'il y aurait à boire et à manger. Bref, il a parlé d'une simple fête. Et David pensait à une fête autour d'une piscine, comme ça se faisait beaucoup à Hollywood. Le dress code était strict. Il a dû se rendre dans une boutique Abercrombie où une carte cadeau de 500 $ l'attendait. Il devait acheter des articles très spécifiques, à savoir un polo, un jean, des tongs. Arrivé au lieu de rendez-vous à Manhattan, il a été accueilli par un gars prépi, habillé de la tête aux pieds en Abercrombie. Il avait à peu près le même âge que David, à savoir 22-23 ans. On aurait dit un mannequin Abercrombie. On a installé David dans un SUV noir, direction les Hamptons. Et comme le trajet durait quelques heures, eh bien, David a essayé d'engager la conversation avec le chauffeur. Il avait plein de questions en tête, mais le chauffeur était assez dédaigneux et il lui a clairement fait comprendre qu'il n'avait pas vraiment le droit de lui parler. En arrivant au manoir, David s'est senti privilégié. Il a dit, je cite, « C'était absolument magnifique, très isolé et privé, mais cela m'a rappelé esthétiquement l'un de leurs magasins. Il y avait le même genre de palette de couleurs et de tons, ce qui m'a semblé étrange. Après tout, qui voudrait vivre dans son magasin de vêtements ?» Fin de citation. En entrant dans le manoir, David a aperçu d'autres jeunes hommes arriver, mais ils étaient tenus à l'écart les uns des autres par le personnel. On leur avait même ordonné de ne pas se parler. Puis, on a fait signer à David le fameux accord de confidentialité, à la suite de quoi il a été habillé en full tenue Abercrombie et il a été conduit dans une autre pièce où Smith et Jeffries l'attendaient. Ils lui ont posé des questions sur ses rêves, ses objectifs de carrière, ce à quoi David a répondu qu'il rêverait de figurer en tant que mannequin dans le catalogue Abercrombie & Fitch. Puis Jeffries a commencé à lui poser des questions plus tendancieuses. Il voulait en savoir plus sur sa vie de lycéen, sur les pitreries que font les ados dans les vestiaires. Ensuite, David a été conduit vers la pièce suivante, celle de la fameuse fête. Et selon lui, l'énergie a complètement changé. Les domestiques de jeunes hommes en slip transportaient des plateaux avec des jouets dessus. Et ces, entre guillemets, domestiques étaient tous imposants. Ils avaient le regard froid, leur visage était fermé et ils étaient aussi silencieux qu'observateurs. Ils donnaient l'impression de surveiller les invités. Et David n'a plus eu de doute quant à ce qu'on attendait de lui lorsque Jeffries a décidé de coucher avec lui. David ne savait pas s'il avait ne serait-ce que le droit de dire non. Mais sans même attendre de réponse, Jeffries s'est jeté sur lui et il essaya sans arrêt de retirer son préservatif. David a eu mal, il criait. À aucun moment, il n'a eu le sentiment d'avoir le choix. Et de retour chez lui, David a contacté Jim pour avoir des réponses quant à ce qu'il venait de se passer. Jim lui a répondu que Smith et Jeffries l'avaient bien aimé, mais qu'il devait travailler sur son poids. Et à ce stade, David ne désirait qu'une seule chose, figurer au catalogue d'Abercrombie. Sinon, dans son esprit, il s'est dit « mais à quoi tout ça, ça a servi ?» Alors il en a fait part à Jim, qui lui a dit d'être patient. Oui, il sera au catalogue plus tard, mais il doit faire ses preuves. Donc, David a participé à 5 autres fêtes du genre entre 2010 et 2011. Certaines avaient lieu à l'étranger, à savoir à Londres, dans le sud de la France, avec toujours cette carotte au bout, la promesse de devenir l'un des visages de la marque. C'était en quelque sorte le deal, en sachant qu'il était payé pour chacune de ces fêtes entre 3 000 et 4 000 $. Et c'était à chaque fois la même chose, son passeport lui était confisqué, il devait rester dans des hôtels et ne communiquer avec personne. Alors, ce n'était pas un kidnapping à proprement parler, mais il avait le sentiment d'être comme gardé en otage. Et c'est au cours de la dernière fête qui a eu lieu chez Jeffries à Manhattan qu'il s'est vraiment senti en danger. Cette fois, Jeffries a voulu lui enfoncer un curieux suppositoire dans le derrière. Perplexe, David a demandé ce que c'était, ce à quoi Jeffries a répondu « Chut, ne t'inquiète pas, tu vas aimer, ça te fera du bien ». David a voulu aller aux toilettes peu de temps après et là Jeffries s'est mis en colère, une colère froide. Il a soulevé sa jambe pour le bip et bien sûr contre la volonté de David. Et heureusement Smith était venu à sa rescousse, disant à Jeffries « Mike, qu'est-ce que tu fais ?
arrête. Selon David, c'est comme si Smith dirigeait d'une certaine manière les opérations, comme si d'une certaine manière aussi, il canalisait Jeffries lorsqu'il le fallait. Et là, ça a été la fois de trop pour David. Plus jamais il n'est retourné à ses fêtes et de toute façon, il avait fini par comprendre que jamais il ne figurerait au catalogue Abercrombie & Fitch. À ce stade, Rihanna voulait en savoir plus sur ce mystérieux Matthew Smith. La seule chose qu'elle savait, c'était qu'il jouait un rôle central dans ce trafic. Elle a alors tenté de joindre des personnes ayant travaillé auprès de Jeffries et lui. C'était compliqué, mais finalement, une ex-employée avait fini par accepter de répondre à ses questions. Sauf que Rihanna s'est vite rendue compte que c'était elle qui était interrogée plus qu'autre chose. Loin d'être naïve, Rihanna s'est rendue compte qu'elle avait sans doute été grillée par les gars d'Abercrombie & Fitch. Et comme dans la foulée, son Insta a été piraté, il n'y a plus de place au doute. Et c'était assez stressant de savoir qu'elle était dans le viseur de personnes aussi riches et puissantes. Mais elle a bravement continué son enquête. Elle a ainsi découvert que Smith, qui est de nos jours âgé d'une petite soixantaine d'années, est né dans le Hampshire, en Angleterre, et qu'il n'a jamais travaillé dans la mode. Il a étudié l'agriculture et le marketing alimentaire, et c'est en 1989, à l'âge de 20 ans, qu'il a rencontré Jeffries. Jeffries, qui a rejoint Abercrombie 3 ans plus tard. À la suite de quoi, Smith a déménagé aux États-Unis où il a décroché un MBA. Il a ensuite géré plusieurs salons de coiffure dans le Midwest. Et c'est grâce à un certain Jedediah Ayers, un de ses anciens employés, que Rihanna a pu en savoir plus sur Smith. Et c'est là qu'elle a découvert à quel point Smith avait joué un rôle central dans la réussite de Jeffries chez Abercrombie. Et petit aparté, j'avoue que cette partie de l'histoire m'a passionnée. Moi qui pensais que Jeffries ne devait sa réussite qu'à lui-même, j'ai découvert que non. Il a en réalité appliqué les méthodes de travail de Smith, du jeune Smith, et c'est le témoignage de Jedediah qui a permis à Rihanna de découvrir ça. Voilà ce que Jedediah a raconté. En 1997, alors que Jedediah n'était âgé que de 21 ans et qu'il travaillait dans une librairie à Saint-Louis dans le Missouri, Smith est venu lui demander de l'aide pour trouver plusieurs livres. Puis Smith lui a dit qu'il dirigeait une entreprise et que son profil était susceptible de l'intéresser. Jedediah lui a demandé quel genre d'entreprise, ce à quoi Smith a répondu « Je ne vais pas vous le dire ». Et comme Jedediah était payé 10 $ de l'heure à l'époque, il s'était dit « Bon, après tout, pourquoi pas postuler, ça n'engage à rien, je n'ai rien à perdre ». Cependant, son instinct, lui, murmurait que c'était bizarre. Mais comme il faisait 1m90, qu'il était bien plus grand que Smith, il s'était dit « Bon, ça va, après tout, je risque rien ». D'autant plus qu'en passant son entretien, le job en question était un banal job de réceptionniste dans l'un des salons de Smith. En gros, c'était beaucoup de mystère pour pas grand-chose. Mais lors de cet entretien, il se souvient qu'il a dû passer un test de QI et qu'il a dû répondre à des questions sur sa vie personnelle. Mais ayant grandi dans une région rurale de l'Alaska, Jedediah s'était dit « Bon, ça doit se passer comme ça ici, n'en fait pas tout un fromage ». Il a donc été embauché et a tout de suite été frappé par le fonctionnement de l'entreprise. Smith n'avait engagé que des femmes pour coiffer ses clients et que des hommes pour les postes de manager. Quant à son uniforme, Smith l'avait emmené dans une boutique et, je vous le donne dans le mille, une boutique à Abercrombie. Tiens donc. Et ce sens du détail a surpris Jedediah, mais comme Smith n'hésitait pas à régulièrement inviter ses employés au restaurant, il avait fini par avoir une assez bonne image de lui. Et autre chose bizarre, Smith lui empruntait parfois sa vieille voiture. Une épave. Jedediah avait trouvé ça curieux, mais comme il la lui rendait toujours lavée et avec le plein d'essence, bon, encore une fois, il s'était dit, pourquoi pas, c'est peut-être un excentrique, mais il est sympa. Et Smith l'était, sauf que du jour au lendemain, en allant travailler, plus rien. Les locaux étaient vides. Le patron avait disparu, mais il avait tout de même pris soin de payer les indemnités de licenciement de chaque employé. Et c'est tout ce qu'il a pu dire à Rihanna, mais par chance, il a pu lui fournir pas mal de contacts susceptibles d'aider Rihanna à en savoir plus. Et parmi ces contacts figurait Bernadette Howard. Elle avait suivi une formation en 1995 dans l'un des salons de Smith. Elle aussi avait dû passer un test de QI et même si elle l'avait réussi avec brio, elle pense rétrospectivement que c'était une sorte de jeu de pouvoir. Comme si Smith testait par là sa capacité à manipuler. Selon elle, Smith était quelqu'un de très spirituel, strict et secret. Ses employés devaient être à son image. Selon elle, Smith ressemblait un peu à Jason Bateman, donc ses employés devaient correspondre à l'image de sa marque. À savoir que Smith ne voulait que des jeunes, beaux et branchés. Et il ne recrutait pas forcément ses employés pour leur talent. Tous portaient un uniforme bien précis. Smith voulait une clientèle jeune, à savoir entre 20 et 30 ans. Et Smith était obsédé par les accords de non-concurrence, ce qui était assez rare à l'époque. Ces accords empêchaient
empêché les coiffeuses de travailler chez la concurrence de la ville, à savoir Columbus, pendant 2 ans après leur départ de la boîte. Et chaque coiffeuse devait proposer aux clients le lookbook Matthew Smith. C'était un livre composé de 5 coiffures pour les femmes et 5 coiffures pour les hommes. Les coiffeuses devaient dire aux clients « Quelle coupe de cheveux Matthew Smith souhaiteriez-vous » Et comme Smith avait horreur des clients âgés, eh bien pas de lookbook pour eux. Il avait même installé un panneau dans le bureau des employés qui disait « Pas de putain de vieux ». Et pour les dissuader de venir dans ses salons, il mettait la musique à fond, comme le fera plus tard Jeffries dans les magasins Abercrombie & Fitch. Smith était très méticuleux pour satisfaire la clientèle, cheveux étudiés au microscope pour offrir des soins adaptés, etc. à l'époque aussi. Les employés se doutaient que Smith était en couple avec Jeffries, mais encore une fois, Smith était très discret. Et puis dans les années 90, c'était assez mal vu, 2 hommes ensemble. Donc c'était pas bizarre que Smith souhaite à ce point rester discret. Alors remarquez les amis à quel point Jeffries et Smith étaient méticuleux et à quel point ils géraient leurs entreprises de la même manière. Alors qui a influencé qui? Eh bien Bernie, la coiffeuse, en est arrivée à la conclusion que malgré ce qu'elle pensait, c'était probablement Smith qui avait influencé Jeffries. Et ce qui lui a longtemps fait penser l'inverse, c'est que l'un était bruyant et extravagant, quant à l'autre, il était discret et taiseux. Et l'influence de Smith chez Abercrombie & Fitch était considérable. Il a même joué un rôle majeur dans l'extension immobilière de la marque. C'est lui qui avait opté pour des endroits très chers et tape à l'œil dans de très grandes villes. Lui aussi qui avait instauré des prix exorbitants. Et l'idée des vendeurs torse nu, ce serait lui aussi. C'est lui qui négociait les augmentations de salaire de Jeffries. Il recevait même des rapports ultra confidentiels d'Abercrombie & Fitch sur les chiffres de vente, alors même qu'il n'a jamais été employé par la marque. Et ça perturbait pas mal les employés d'Abercrombie & Fitch. C'était comme un homme de l'ombre, sans réel statut, mais pourtant il assistait aux réunions. C'est comme s'il avait un statut inexistant, mais qu'il joue un rôle prépondérant dans les prises de décision. Au final, c'est comme si Jeffries et lui n'étaient qu'une seule personne, qu'une seule et même entité, ce qu'on appelle désormais les gars d'Abercrombie & Fitch. Et au-delà du professionnel, Smith dirigeait pratiquement tous les aspects de la vie de Jeffries. C'est lui qui dirigeait véritablement le Family Office Jeffries, la société qui gérait la vie personnelle de Jeffries. Un ancien pilote embauché par le Family Office Jeffries, qui pilotait alors le jet privé qu'Abercrombie & Fitch avait mis à la disposition de Jeffries et qui avait porté plainte pour licenciement abusif, a témoigné. Il avait été licencié car tout simplement trop vieux au goût du couple. Et selon lui, c'était Smith qui était à la tête du Family Office Jeffries. Il a fourni au tribunal un document de 40 pages décrivant le type de service attendu par le couple Smith-Jeffries à bord de l'avion Abercrombie. C'était des directives qui étaient signées de la main de Smith et sachez que cette affaire s'est résolue par le biais d'un accord amiable. Rihanna a donc eu la confirmation de ce qu'elle pressentait concernant le rôle du discret Smith. Et puis un beau jour, alors que son enquête avait commencé des mois plus tôt et qu'elle avait pas mal de difficultés à interroger ne serait-ce que des ex-employés, elle a reçu un email avec en pièce jointe tout un tas de documents datant de 2011. C'était là une véritable mine d'or. Il figurait une liste avec des tonnes de noms d'employés, une liste des hôtels préférés du couple, de là où ils avaient l'habitude de séjourner, que ce soit à Londres, à Paris, à Miami, à Philadelphie, en Italie, à Saint-Barth, à Tokyo et j'en passe. Il y avait également des plannings de vie et de voyage du Family Office Jeffries. Il y avait tout, et Rihanna n'a jamais su qui lui avait envoyé tout ça. Une chose est sûre, elle n'en revenait pas, et c'est dans la foulée qu'elle a reçu un message énigmatique, un SMS disant « Je vais vous expliquer en personne ce qui se passe, et vous comprendrez, et je ne peux pas l'écrire ». Cet informateur est resté anonyme, et Rihanna l'a surnommé Alex. Et pour découvrir son témoignage et bien d'autres, je vous donne rendez-vous dans la partie 2. Les choses vont aller crescendo et toujours plus loin dans l'horreur. Le lien de la vidéo est en barre d'infos, donc je vous dis à tout de suite sur la chaîne de Criminium by Kelly. Et comme toujours les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo si notre travail vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à tout de suite.